Vous, Madame Anne-Cécile Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc l'une des co-auteurs, puisque l'autre personne, c'est Romuald Sciorra. Vous êtes journaliste. Alors, vous avez mené l'enquête, je le disais, à travers le monde pendant 15 ans, avec des entretiens exclusifs d'anciens secrétaires généraux, des chefs d'État, des membres également de la société civile. Un livre en deux parties. Alors, la première revient sur les faits marquants qui ont conduit jusqu'à l'ONU d'aujourd'hui. Et puis, la seconde est davantage analytique. Pourquoi cette institution, vous posez la question d'ailleurs, pourquoi cette institution créée sur les décomptes de la Seconde Guerre mondiale en 1945 a suscité autant de railleries aujourd'hui et voire même d'indifférence? C'est vrai qu'il est très très facile de se moquer de l'ONU, de sa bureaucratie, de son inefficacité. C'est presque devenu un sport dans certains médias et chez certains commentateurs. Et pourtant, l'ONU, tous les jours, remplit des missions extrêmement importantes, déjà diplomatiques, le dialogue entre les États, et puis au point de vue humanitaire, des millions de gens ne survivraient pas aujourd'hui sans les Nations Unies, mais de ça finalement on en parle très peu. Alors vous relevez 4 grandes raisons qui fragilisent l'ONU aujourd'hui. La diminution de ses moyens financiers, l'abus du droit de veto de la part des 5 membres du Conseil de sécurité, le recours illégal à la force et la violation de la souveraineté étatique. On a l'impression que l'ONU se heurte finalement à la mauvaise volonté des États. Être bouc émissaire, comme vous venez de le souligner, ceci dit, c'est un petit peu le lot de toutes les institutions internationales, et je pense à l'Union européenne notamment aussi. Souvent, effectivement, quand on accuse l'ONU, on pourrait réfléchir à qui accuse-t-on vraiment. On reproche des choses à l'ONU. En général, ce sont les États qui sont responsables, parce que l'ONU est une organisation intergouvernementale, et au premier chef, ce sont les États qui font qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas. Et aujourd'hui, force est de constater que malgré de grandes proclamations en faveur du multilatéralisme, la plupart des États, y compris la France, préfèrent se rendre à des clubs comme le G20 ou créer leur propre forum comme le Forum pour la paix, plutôt que se tourner vers les Nations Unies, qui sont pourtant le seul forum qui fonctionne avec des règles, où tout le monde est présent, tous les États de la planète. Mais peut-être qu'il y a trop de règles et que c'est justement ce qui effraie ou semble effrayer les États. Alors il s'effraie pour peu, parce que les règles des Nations Unies ne sont pas si terribles que ça. Non, mais il y a une charte en tout cas qu'il faut respecter. Mais c'est pas une constitution avec 50 000 principes rigoureux et précis à respecter. C'est plutôt une charte avec des règles du jeu. Et des règles du jeu sur lesquelles la plupart des États, y compris les grandes puissances, se sont accordés en 1945. Et ce qui est dramatique, c'est que même des règles du jeu aussi simples posent problème aujourd'hui aux grands États qui ont la tentation, la Russie, les États-Unis en particulier, de se passer de règles parce qu'elles ont envie de jouir de leur puissance au détriment de tout ce qui pourrait être en fait le bien commun. Alors justement, parmi ces piliers de la Charte des Nations Unies, il y a la diplomatie préventive, le maintien de la paix également. Quelles sont vos conclusions sur ce point, notamment en matière de mission de maintien de la paix? Il y a des grandes réussites, il y a aussi des grands échecs. Il y en a quelques-uns qui vous viennent à l'esprit? Alors, il y a beaucoup de missions de maintien de la paix qui font malheureusement l'objet de critiques. Je pense à la Centrafrique, au Mali. Mais beaucoup de missions de paix ont réussi au Cambodge, en Namibie. Et souvent, les gens qui travaillent à ces missions de la paix le font avec beaucoup de dévouement, beaucoup de courage. Et ces missions remplissent des fonctions très importantes. Le problème aujourd'hui, c'est l'absence de politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer une mission de maintien de la paix dans des pays où il n'y a plus de paix à maintenir. Donc il y a un manque de politique aujourd'hui, au sens noble du terme. Et ce qui permettrait à l'ONU de remplir ses fonctions, ce serait un retour d'une vraie diplomatie avec une vraie réflexion, avec une vraie volonté de parvenir à la paix. C'est malheureusement sans doute ça qui manque aujourd'hui. Alors vous dites aussi que les secrétaires généraux peuvent avoir une influence importante sur la manière dont est perçu et dont on travaille à l'ONU. Aujourd'hui, il y a eu Kofi Annan, par exemple, qui lui a très bien compris rapidement, parce qu'il connaissait très bien l'ONU de l'intérieur, qu'il fallait réformer l'ONU. Quel est votre regard? Alors il a été nommé fin 2016 d'Antonio Guterres, mais est-ce que lui déjà marque d'une façon ou d'une autre cette institution internationale?
Il faut reconnaître qu'Antonio Guterres est arrivé dans une situation très particulière. Il arrive au moment où les États-Unis disent pique-pente de l'ONU, coupent les crédits, insultent l'organisation à chaque fois qu'ils le peuvent. Donc c'est pas forcément une situation favorable pour que Antonio Guterres, qui est une personnalité très intéressante, qui a fait des choses très courageuses quand il était au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ne peut pas se déployer aujourd'hui. Alors, en revanche, on pourrait quand même lui reprocher une certaine discrétion. C'est-à-dire, il parle, il fait beaucoup de tweets, etc. Bon, très bien, mais on ne l'a pas vu. C'est très tendance. Voilà, c'est très tendance, mais on ne le voit pas, comme pouvait le faire Kofi Annan, se lancer dans des démarches spectaculaires. On ne l'a pas vu aller voir, je sais pas moi, Bachar al-Assad, Vladimir Poutine. Il n'exerce pas le magistère de la parole et le magistère symbolique qui pourrait être le sien, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, Anne-Cécile Robert. Et puis, j'invite nos téléspectateurs donc à lire ce livre, Qui veut la mort de l'ONU. On y apprend plein de choses. Merci.